Bonjour, je vous accueille dans cette vidéo aujourd'hui que ça fait un moment que je veux faire, puis je repousse tout le temps parce que c'est jamais assez parfait à mon goût et pourtant c'est un sujet qu'on a vraiment besoin d'aborder en ce moment. Vous le savez certainement, le 6 novembre dernier, nous avons été plusieurs citoyens et citoyennes à nous mobiliser en parallèle du congrès de l'Ordre des sages-femmes du Québec parce que ce congrès a été financé en certainement grande partie par 4 pharmaceutiques qui sont Sanofi, Bayer, Linpharma et Pfizer. Et pour nous, les personnes qui nous sommes mobilisées, mais aussi pour d'autres personnes qui étaient de cœur avec nous, ce financement d'un congrès de l'Ordre des sages-femmes, l'année de leur 25e anniversaire dans le système de santé, ça, c'est très symbolique. Ça marque un tournant dans la pratique sage-femme, même si depuis plusieurs années, nous sommes plusieurs citoyens et citoyennes à être en alerte, à lancer l'alerte sur le fait qu'on voit un changement, on voit une pente glissante dans comment se pratiquent les suivis sages-femmes aujourd'hui au Québec depuis déjà quelques années. Et donc, en fait, on a reçu cette question que je trouve hyper pertinente en parallèle et suite à notre mobilisation. C'est comme, oui, d'accord, vous dénoncez la médicalisation de la pratique sage-femme, mais concrètement, pour vous, ça veut dire quoi la médicalisation de la pratique sage-femme? Et en fait, ben, c'est certain que tout le monde n'est pas à l'aise, ne connaît pas les différentes approches en santé qui ont été théorisées scientifiquement parlant. Et donc, en fait, la médicalisation de la pratique, ça correspond à un des paradigmes de santé qui a été décrit dans les travaux de Robbie Davis Floyd, donc qui est un anthropologue. Et ces paradigmes de santé, on va d'ailleurs les retrouver dans les travaux de Raymonde Gagnon, qui est une des sages-femmes, me semble-t-il, pionnières au Québec et qui participe aujourd'hui à la formation des sages-femmes à l'UQTR, donc l'université à Trois-Rivières. Et donc, notamment, dans un de ses travaux, elle cite Robbie Davis Floyd en expliquant que la médecine, elle est partagée entre 3 modèles qui ont contribué chacun à façonner les soins en santé. Et ils ont chacun une influence marquée sur les pratiques qu'il va y avoir autour de la naissance. Donc, ces paradigmes-là, c'est ceux-là que je vous invite à explorer aujourd'hui pour qu'on comprenne un peu mieux de quoi on parle quand on parle de médicalisation de la pratique sage-femme, quand on parle aussi d'humanisation des soins ou quand on parle encore d'accompagnement holistique, qui sont toutes des termes que je suis sûre que vous avez déjà entendus, mais qui sont pas juste des termes pour faire joli, qui se rattachent vraiment, j'ai envie de dire, à des visions, à des approches très différentes en santé. Donc aujourd'hui, je vous vulgarise ça, mais bien sûr, je vous invite à poursuivre vos recherches, à vous référer justement aux travaux de Robbie Davis Floyd. Vous pouvez aussi aller trouver dans les travaux de Raymond Gagnon une application, j'ai envie de dire, de ces approches en santé, plus spécifiquement à l'approche sage-femme. Puis, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 paradigmes d'approche en santé, ben, ils vont différer fondamentalement l'un de l'autre par la définition qu'on donne notamment au corps et aussi par la description de la relation de ce corps avec l'esprit. Et évidemment, ben, ça conduit à des approches différentes dans les services offerts. Et donc, c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. On va commencer par explorer l'approche holistique. Donc, ce terme-là, vous l'avez certainement déjà entendu parler. On parle d'accompagnement, de suivi holistique. Il y a des doulas holistiques, il y a des sages-femmes qui se présentent comme ayant une pratique plus holistique. Donc, c'est un terme que vous avez certainement déjà entendu. Pour simplifier la vidéo, je sais qu'il y a plusieurs usages de termes. Il y en a qui vont parler de patient-patiente, il y en a qui vont parler de client-cliente, il y en a qui vont parler d'usager-usagère, on va parler parfois de professionnels de santé, parfois de soignant-soignante. Bon, pour cette vidéo, je vais faire simple, je vais utiliser le terme soignante et client-cliente, OK? Simplement pour faire simple. Puis ça se peut que dans les slides, il y ait même d'autres termes qui soient utilisés. C'est simplement pour pas se perdre dans les mots, puis aller sur l'essentiel, c'est-à-dire le contenu du propos. Donc, dans l'approche holistique, en fait, le premier élément à considérer, c'est que les soignantes et les personnes qui revendiquent, je sais pas si c'est le bon terme, mais qui en tout cas
promeut, s'inscrivent dans cette approche-là, vont véritablement voir la santé d'une personne comme étant un tout entre, bien sûr, le corps, donc l'aspect physique, mais aussi l'aspect psychologique et l'aspect émotionnel. Donc il y a un tout, qui est, formé, donc on ne voit pas, l'aspect physique à part de toutes les autres dimensions de la vie de la personne. La personne est vraiment prise dans un contexte global, donc on va prendre en compte aussi, par exemple, c'est quoi le réseau de soutien qu'elle a à la maison, c'est quoi sa communauté, c'est comme pour l'accompagner d'une façon, holistique, donc dans chacune de ces dimensions. Moi, c'est vraiment, par exemple, dans ce paradigme-là, même si je suis pas une praticienne en santé, mais comme doula, c'est dans ce paradigme holistique que je m'inscris en termes de vision et d'approche de l'accompagnement autour de la naissance. Dans ce paradigme-là, les soins sont nécessairement individualisés puisque chaque personne a sa propre psychologie, ses propres expériences, ses propres traumas, ses propres émotions. Donc, on va nécessairement être dans des soins qui sont individualisés. Et dans cette approche-là, la vision, elle est à long terme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste répondre à des choses ici et maintenant et faire des interventions parce que ici et maintenant, on pense que c'est la meilleure chose, mais on pense aussi à qu'est-ce que ça l'amène à long terme en termes de développement, de santé et de bien-être, donc notamment aussi en santé mentale. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, spécifique à l'approche holistique. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de voir les choses à long terme. Puis dans ce paradigme-là, ce qui se passe, c'est que la santé, elle est vraiment vue sous un prisme où la guérison, elle est au centre, la prévention, la guérison vont être au centre et on voit la guérison comme pouvant prendre de multiples formes, le bien-être pouvant prendre multiples formes. Il n'y a pas une façon de faire. Et puis, la mort, ça peut éventuellement faire partie du processus. Parce qu'après tout, nous ne sommes que des humains et des humaines. Et donner la vie, à quelque part, c'est aussi initier un chemin vers la mort. Mais bon, je ne rentrerai pas dans une réflexion philosophique sur les passages de vie, mais en tous les cas, dans cette approche, c'est impossible. C'est impossible de ce qui arrive dans la vie. La décision et la responsabilité dans cette approche-là, elle est vraiment complètement redonnée à la cliente ou le client. Donc, il y a une prise de responsabilité, on encourage la responsabilité, on accompagne la personne à vraiment se responsabiliser avec tout le soutien dont elle a besoin, mais c'est la décision vraiment appartient complètement à la personne qui est accompagnée. Donc, dans ce paradigme-là, comme soignant ou soignante, on a ce devoir d'éducation et d'empuissancement auprès de la personne qui est accompagnée. C'est vraiment ce modèle de pratique alternative qui a été pour les familles, les citoyens, citoyennes qui se sont mobilisés avec les sages-femmes il y a 25 ans. C'était ce modèle-là qui était souhaité, qui était revendiqué. Et ce qui se passe, c'est que on a ensuite un autre modèle, une autre approche qui est l'approche dite humaniste. Donc, dans cette approche-là, le corps, il est vu comme un organisme et la cliente, le client, comme un sujet de la relation avec cet organisme-là, mais aussi il y a un lien qui va s'établir entre la soignante et la cliente ou le client pour prendre des décisions, des orientations qui sont partagées. Donc, il y a un équilibre qui va se faire quelque part entre les besoins individuels et les besoins des institutions. La décision ici et la responsabilité, elle est partagée entre le client, la cliente et la soignante. Et c'est un modèle finalement où on va amener de la compassion, où l'humanisation, elle vient faire un contrepoids à la technologie. Donc, on va mettre un accent vraiment sur la prévention de la maladie et la mort, elle est vue comme un résultat ici acceptable. Donc, ce qui se passe, c'est que ces deux modèles-là, qui ont quand même des affinités, qui ont une certaine proximité, c'est entre ces deux
approches-là et on tend même plus vers une approche humaniste, que, la pratique sage-femme s'est installée au Québec dans les institutions de, santé, publique. Donc il y a différents compromis, en fait, qu'il a fallu faire pour justement entrer la pratique dans le système de santé québécois, système public, bien sûr, j'entends, et ça inscrit la pratique sage-femme à la croisée de ces 2 approches. Puis après, avec chaque sage-femme qui a aussi un peu plus sa couleur, certaines qui tirent un peu plus vers le holistique, d'autres un peu plus vers le humaniste. Et bon, ça fait partie de la vie et de la diversité des pratiques. Le dernier modèle, c'est le modèle technocratique. Le modèle technocratique, en fait, c'est le modèle technocratique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi le modèle qu'on appelle le modèle médicalisé. Puis là, je vous ai sorti des citations du livre de La mise au monde, Revisiter les savoirs de Céline Lemay, qui est une pépite. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le lire. La médicalisation est un processus par lequel un problème non médical en vient à être défini et traité comme un problème médical, habituellement en termes de désordre ou de maladie. Une fois défini comme un acte médical, le phénomène devient l'objet d'études, de diagnostics, de prévention et de traitement. Donc, c'est ça l'approche médicalisée ou ce qu'on appelle la médicalisation. La médicalisation, c'est vraiment de faire d'un processus, là pour le cadre dans la naissance, par exemple, physiologique, donc la naissance physiologique, c'est pas du tout un enjeu médical. Il peut y avoir au travers des enjeux médicaux par moment, mais en soi, le processus de la grossesse et de l'accouchement, c'est profondément physiologique et absolument pas médical. Mais la médicalisation, c'est de faire en sorte qu'on on considère aujourd'hui la grossesse et l'accouchement comme en soi un phénomène médical. Donc, dès lors que c'est placé comme un phénomène médical, on se met à l'étudier. Donc là, comme dit Céline Lemay, ça devient l'objet d'études, de diagnostics, de prévention, de traitement. Et c'est complètement ça qu'on vit, je crois, aujourd'hui dans notre système public de santé. Je pense que c'est pas complètement ça qu'on vit dans la pratique sage-femme. Je crois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sages-femmes qui elles-mêmes voudraient avoir un système qui est beaucoup plus holistique ou au moins humanisé. Le fait est que les conditions de travail, le fait est que plein de changements qui ont été mis en place, la dernière loi santé qui place les sages-femmes sous d'une certaine façon, je vulgarise bien sûr ici, la responsabilité de médecin, ben, ça fait que petit à petit, elles sont prises dans un étau où on médicalise de plus en plus la naissance. Puis plus qu'on la médicalise, plus que c'est accepté, plus que c'est acceptable, plus qu'on adhère, plus que c'est vraiment un engrenage en réalité. Je vous partage un deuxième extrait. Personne ne conteste personne ne conteste que la technologie puisse résoudre des difficultés et guérir des pathologies. Personne ne conteste ça, vraiment. Le véritable problème réside dans l'idée selon laquelle la technologie pourrait être meilleure que la physiologie. C'est aussi celui de la suggestion implicite que le corps de la femme ou de toute personne qui accouche est un problème et même un risque pour l'enfant. Puis ça, on le voit vraiment beaucoup au travers des témoignages de personnes qui vivent la grossesse et qui ont l'impression d'être une bombe à retardement pour leur propre bébé. Ça existe à l'hôpital, malheureusement, ça existe aussi parmi les personnes qui sont suivies par des sages-femmes, certaines même préférant quitter leur suivi sage-femme, retourner avec leur médecin de famille, qu'elles connaissent bien, avec qui elles ont une belle relation. Ça fait plusieurs témoignages que j'entends ces derniers mois et je trouve ça vraiment triste parce que pour moi, ça démontre, en fait, ça ajoute à la démonstration qu'il y a un tournant de médicalisation, de peur qui s'immisce dans la pratique sage-femme. Je finis la citation de Céline Lemay. Le biopouvoir est tellement efficace que le modèle médical est devenu celui par défaut pour les soins de maternité, c'est-à-dire celui qui est toujours présenté en premier. L'autre jour, j'en parlais avec une mère sur Facebook. Je dis, en fait, aujourd'hui, littéralement, tout le monde sait qu'on peut accoucher à l'hôpital. Pourtant, encore en 2025, il y a des personnes qui ne savent pas que les suivis sages-femmes, c'est pris en charge par la RAMQ, qui ne savent pas qu'accoucher à la maison, c'est légal, qui ne savent pas que même accoucher à la maison sans aucun professionnel de santé, c'est légal. Donc, l'approche vraiment première, c'est celle de la médicalisation
Donc ça demande, à mon sens, pour pouvoir protéger la physiologie, protéger, l'intégrité des personnes qui accouchent, protéger leur pouvoir, heu, d'ouvrir le champ des possibles et d'être un rempart, d'être un pilier pour ne pas basculer complètement, déjà qu'on y est quand même à 99 à mon avis, 0,5 là, pour être gentille, dans le paradigme complètement médicalisé. On a besoin d'avoir des remparts qui sont fortement ancrés dans la physiologie pour continuer d'offrir des alternatives au niveau de la naissance. C'est-à-dire que la lutte qui a été menée, et j'étais pas là il y a 25 ans, j'étais trop jeune, mais reste que j'ai côtoyé beaucoup de militantes qui, elles, étaient là il y a 25 ans. Et ce que je comprends, c'est que le moteur de l'action citoyenne à ce moment-là, le moteur, la motivation aussi des sages-femmes, c'était de se dire, on a besoin d'avoir des solutions qui permettent d'accoucher hors milieu hospitalier. On a besoin d'avoir des solutions qui permettent aux personnes qui veulent un accompagnement global, un suivi global, non médicalisé ou en tout cas moins médicalisé. On a besoin de défendre fortement la physiologie. Et c'est pour ça qu'il y a eu une bataille pour que les maisons de naissance ne soient pas à l'intérieur des hôpitaux, mais bien leur propre autonomie, que les équipes sages-femmes aient leur propre autonomie. Et tout ça, c'est des choses qu'on est en train de perdre, non seulement avec le nouveau projet de loi, le projet de loi santé là, qui est en route, qui est en train de se mettre en place de façon concrète petit à petit dans les territoires, mais aussi avec, à mon sens et au sens de plusieurs personnes qui sont mobilisées, un gangrénement de l'approche technocratique au sein de nos, je vais dire, institutions sages-femmes. Bref, je reviens à notre paradigme technocratique. Ah, voilà, j'ai tout mis d'un coup. Donc, le paradigme technocratique, dans celui-ci, on voit le corps comme une machine. C'est une entité qui est séparée de la psyché. Puis, j'ai vraiment envie de donner un exemple pour ça. Puis, séparée de la psyché, mais j'ai envie de dire séparée aussi de l'expérience sociale. Parce que l'expérience sociale, elle a un impact sur comment on vit la grossesse, comment on vit l'accouchement. Si on est une personne racisée, on va avoir une autre expérience que si on est une personne blanche. Si on est une personne blanche immigrante, on va avoir une autre expérience que si on est une personne québécoise née au Québec. Si on est une personne qui a un handicap, on va avoir encore une autre expérience. Si on est une personne considérée comme grosse par la société, on va avoir encore une autre expérience. Et ça, c'est partie intégrante de qu'est-ce que l'on vit pendant nos grossesses et nos accouchements. Donc, je donne un exemple. J'avais une cliente il y a quelques années qui avait, puis je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais qui avait pris énormément de poids au début de sa grossesse. Et sa médecin lui mettait vraiment beaucoup de pression par rapport à ça. Tellement de pression qu'à même pas 20 semaines, on commence à lui parler de césarienne alors que c'est un premier bébé et que enfin, il y a le temps encore, mettons, là. Mais là, on lui dit: «Ah, ben bébé de petit poids, hauteur utérine basse, le placenta est très, très proche du col». On s'entend, à ce stade de la grossesse, le placenta a quand même aussi la possibilité et le temps de remonter. Et donc, en fait, chaque rendez-vous médical devient une angoisse extrême pour cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, puis je vais reprendre ses propres termes pour ne pas, par respect, en fait, tout simplement pour son histoire. C'est une personne qui avait une histoire personnelle d'obésité. Elle a utilisé le terme à l'époque quand elle m'a raconté d'obésité morbide. Et donc, en fait, c'est une personne qui a décidé d'aller 300% dans le sport. Mais d'aller tellement 300% dans le sport qu'elle faisait des concours je pense qu'on dit culturisme. Puis, quand elle est devenue enceinte, ce qui était une grossesse surprise, elle était en train de faire des entraînements vraiment spécifiques pour atteindre un taux de masse graisseuse en bas de tant de pourcents pour pouvoir accéder à telle catégorie de concours. J'y connais rien. Mais c'est quelque chose, c'est un processus qui est quand même assez violent pour le corps d'une certaine façon. Mais bah, c'est ça, c'est sa passion et c'est génial. Mais en apprenant qu'elle était enceinte, elle était OK, j'arrête ça parce qu'elle estimait que c'était pas sécuritaire pour le bébé. Mais donc nécessairement, quand tu forces ton corps dans un exercice physique très, très intense, comme n'importe quel autre athlète sur n'importe quel autre sport, puis que tu arrêtes du jour au lendemain, ben, ça se peut qu'il y ait un retour de balancier. Et la prise de poids par rapport au poids juste avant la grossesse, ben oui, paraît important, mais parce qu'en fait, il s'est passé d'autres choses avant la grossesse.
je me perds toujours dans les anecdotes un petit peu trop longues. Et donc, vu en plus son histoire, où elle a vécu beaucoup de grossophobie dans la vie, ben là, c'était vraiment, vraiment touchy pour elle. Puis on a travaillé ensemble à ce qu'elle arrive à amener à sa médecin son histoire parce qu'elle s'était jamais sentie l'espace de le faire. Elle s'était jamais sentie la possibilité de le faire. Puis, ben, ça a pris 2 rendez-vous avant qu'elle y arrive. Mais le 2e rendez-vous, elle a refusé de se peser, donc avec l'infirmière qui allait la voir d'abord. Puis quand elle est arrivée avec le médecin était surprise. Et elle a dit, ben moi, je veux vous expliquer ma vision des choses. Puis elle lui a expliqué son histoire, un peu comme je viens de vous la raconter, avec ses propres mots évidemment. Et la médecin a complètement switché à ce moment-là. Elle a dit comme, oh, OK. Ah, mais je comprends mieux votre histoire. Ben, OK, arrêtons les pesées. Et dans les 3 semaines qui ont suivi, tout est revenu au vert et elle a eu sa naissance, quelques mois plus tard, un accouchement vaginal, somme toute relativement, rapide, bien que les conditions étaient pas réunies, pleine covid. La doula qu'elle avait, en présence, moi j'avais fait un accompagnement vraiment spécifique, n'a pas pu venir. Donc c'était quelque chose. Mais c'est là aussi où on voit le rapport entre la psyché et le corps. Bref, je me suis perdue dans une longue anecdote, mais j'aime tellement cette anecdote-là. J'ai trouvé tellement inspirante cette femme, cette personne qui a, elle disait après, j'ai mis mes culottes, qui a trouvé aussi dans un réseau de soutien parce que c'était au travers un accompagnement de groupe que je l'ai accompagnée. Donc, il y avait aussi le soutien de toutes les autres femmes, toutes les autres personnes qui étaient dans le groupe, qui l'ont vraiment comme portée dans cette prise de pouvoir. Bref, donc dans l'approche technocratique, le corps est vraiment séparé. Puis on le voit, la médecin, elle a pas questionné. Non seulement elle lui a pas laissé l'espace de parler, mais elle l'a même pas questionné sur son histoire de vie, etc. Alors que ça avait une influence sur ce qui était en train de se passer. Dans l'approche technocratique, on a des soins aussi qui vont être standardisés. Donc, en fait, on ne prend pas en compte ta situation spécifique. Encore une fois, comme on le voit dans l'anecdote que je viens de donner, c'est pour tout le monde la même affaire. Donc, nécessairement, les soins, l'accompagnement va être centré sur la vie dit expert des soignants-soignantes. Donc, puis moi, c'est quelque chose qui me tue parce que dans plein d'autres milieux médicaux, on voit de plus en plus des approches dits patients partenaires, etc. Mais là, au niveau de la grossesse et de la naissance, clairement qu'on n'est pas du tout dans une approche patient partenaire. Et encore une fois, me dites pas not all medical. Ça dépend. Il y a des médecins qui vont être extraordinaires. Il y a des sages-femmes qui vont être terribles, d'autres qui vont être géniales. Il va y avoir des médecins de famille, des gynécos. Il y a de tout, là. Il y a de tout. Mais de façon systémique, globale, c'est ça que l'on observe. Donc évidemment, dans ce paradigme-là, puisqu'on se base sur des soins qui sont standardisés, sur la vie expert des soignantes, la responsabilité, elle est aussi prise quelque part par les soignantes. Sauf que quand les soignantes reprennent, ou en tout cas pas reprennent, mais prennent cette responsabilité, puis on le comprend aussi dans un contexte où il peut y avoir des poursuites judiciaires, etc. Donc il y a une approche aussi éventuellement qui peut être une pratique qui peut être défensive en fait d'un point de vue médico-légal. Et ça pousse tout ce contexte-là, puis il y aurait d'autres choses à nommer, ça pousse les praticiennes à prendre la responsabilité. Et on est tellement éduqués dans cette approche technocratique que comme personne, quelque part, d'ailleurs, expression que je déteste, on se fait prendre en charge. On est prise en charge. Fait que si on est prise en charge, oui, quelque part, il y a quelque chose de très facilitant, de comme la responsabilité est remise à l'autre. Mais justement, si on veut être dans un cadre d'empuissancement, il y a besoin que la responsabilité, elle soit reprise, si c'est pas en totalité, au moins en collaboration avec sa soignante ou son soignant. Et donc, dans l'approche technocratique, on est dans une approche où on va aller vraiment sur le contrôle. Dans cette approche-là aussi, ce que j'ai oublié de dire, que j'avais vu, que je trouvais vraiment intéressant dans les travaux de Raymond Gagnon, puis je vais citer parce que ça va être plus facile, la surestimation de la science et de la technologie caractérise ce paradigme, ce qui entraîne une intervention abusive dont l'accent est mis sur les résultats à court terme. La mort est considérée comme un échec. Finalement, l'hégémonie technomédicale prévaut dans un système de santé basé sur les profits et l'intolérance aux autres formes de fonctionnement.
Et donc ce que, j'ai pas dit, mais c'est que quand on est dans cette approche-là, bah, nécessairement, avec ce qu'on a lu avant de Séminomet sur la médicalisation, puisqu'on voit le phénomène de la grossesse et de la naissance comme en soi un acte médical ou en soi un acte pathologique, on est tout le temps en train de chercher le risque. Donc on se retrouve dans une approche qui est basée sur la gestion du risque. Et ça, c'est quelque chose que cette approche basée sur la gestion du risque, elle n'est pas forcément complètement technocratique. Elle peut être un peu à cheval aussi entre humaniste et technocratique. Tu sais, tout n'est pas un, deux ou trois. Parfois, on navigue les trois. Mais reste que cette approche où on va être vraiment sur la gestion du risque, sur tout le temps en train de parler des risques, c'est une approche qui s'approche de l'approche. Ça, c'est très, très beau comme phrase. C'est une façon de faire qui s'approche du paradigme technocratique ou aussi dit médicalisé. Donc, quand on se mobilise le 6 novembre dernier en parallèle du congrès de l'Ordre des sages-femmes, quelque part, qu'est-ce que l'on dit? On dit, on pense pas aujourd'hui, en tout cas, moi je pense pas aujourd'hui que l'approche sage-femme est rendue technocratique au Québec. Par contre, ce que je vois, c'est que elle est en train de glisser. Donc il y a déjà eu, j'ai envie de dire à quelque part un premier glissement où si ce qui était revendiqué par les citoyens et citoyennes, c'était un modèle certainement un peu plus holistique, il y a des compromis qui l'ont placé peut-être plus dans le champ de l'approche humaniste, ce qui était, je crois, ce qui a quand même suscité l'adhésion des organismes des défenses de droits en périnatalité. Je pense notamment au regroupement Naissance Respectée, à l'époque regroupement Naissance Renaissance, ou encore au mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement. Et donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est stopper ce glissement de terrain. On voit de plus en plus de personnes qui disent « Hey, à mon suivi sage-femme, mais j'ai l'impression qu'on me parle juste des risques. » Ben, il y a un glissement. Et le symbole d'être financé par les pharmaceutiques, pour nous, ça venait appuyer complètement ce glissement-là. Donc, la vraie question qu'on a besoin de se poser de façon collective, eh bien, c'est quel modèle voulons-nous? Puis là, j'ai résumé de façon très, très vulgarisée. Je vous invite à aller lire, à aller un peu plus en détail. Puis de voir aussi la différence de positionnement de la cliente, le client ou l'usager. Moi, ce que je vois vraiment, c'est que dans le modèle holistique, on est sur une personne qui est dans sa puissance, qui est dans son pouvoir de décision, de responsabilité. Dans l'humaniste, la personne est toujours dans un certain pouvoir, elle est sujet, effectivement, dans une relation avec la soignante ou soignant. Et dans le technocratique, en fait, elle est rendue objet. Elle est objectifiée, la personne, parce que le corps est rendu une machine. Donc, où est-ce qu'on veut se situer? Moi, j'ai ma réponse. Moi, je sais clairement ce que je souhaite pour moi, pour mes enfants, pour toutes les personnes qui enfantent. Mais c'est ça la question qu'on doit se poser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le 21 janvier, donc en fait mardi prochain, on se retrouve en Estrie pour une journée de réflexion citoyenne complètement auto-organisée par des citoyens et citoyennes. C'est pas un organisme qui organise ça. On est juste plusieurs à s'être indignés de ce financement des pharmaceutiques de la pratique sage-femme. Et on veut ensemble réfléchir à, en fait, quelque part répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on dénonce quand on dénonce la médicalisation et qu'est-ce qu'on veut? Ben voilà, on va réfléchir là-dessus ensemble. L'invitation est lancée. Je vais mettre le lien sous la vidéo pour pouvoir rejoindre l'événement si ça vous parle. Bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.